bienvenue dans On en parle, cette semaine une émission tout particulièrement consacrée à la comédie du livre. Cette année, le pays invité de ces rencontres littéraires est l'Allemagne. 26 auteurs germaniques sont venus passer 3 jours à Montpellier. Je vous propose tout de suite d'en rencontrer quelques-uns. Katharina Hagner, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes venue à Montpellier pour votre livre Le goût des pépins de pommes en allemand, Der Geschmack der Apfelkerne. C'est un best-seller en Allemagne avec plus de 800 000 ventes et en France avec déjà 200 000 ventes et ce n'est pas encore sorti en poche. Alors on va continuer cette interview en allemand, auf Deutsch. Mais d'abord je vais vous demander si vous avez apprécié la ville de Montpellier. Oui, très. Je n'étais jamais venue à Montpellier, c'est une première fois. J'ai un réel sentiment d'ivresse. La lumière, les plantes, c'est vraiment le sud. Quand on vient de Hambourg, qui est presque une ville scandinave, puisque c'est vraiment très nordique, ici c'est vraiment le sud. Pourriez-vous imaginer d'écrire un livre qui se passerait ici à Montpellier? Non, je n'oserais jamais. J'ai besoin, je pense, pour mes livres, d'endroits que je connais intimement, qui ne sont pas trop beaux. Je pense que l'écriture découle toujours d'un sentiment de manque ou de perte. Et je n'ai pas l'impression qu'on puisse manquer de quoi que ce soit à Montpellier. Ihr Buch hat wirklich sehr viele Leser betroffen. Votre livre a touché beaucoup de lecteurs. Comment avez-vous imaginé l'histoire de cette femme qui revit l'histoire des femmes de sa famille à travers la maison de sa grand-mère? Vous êtes basé sur des souvenirs personnels? Ja, natürlich. Ich glaube, dass man überhaupt keine Bücher schreiben kann. Oui, je pense qu'on ne peut pas écrire de livres si on ne s'inspire pas d'une façon ou d'une autre de conflits ou de souvenirs personnels. Mais ce n'est pas un roman autobiographique, c'est très important. Sinon, ma famille me rayerait de son testament. Je pense qu'il y a forcément certains éléments qui me préoccupent, qui vont me toucher encore longtemps, tout comme elles touchent visiblement bon nombre de personnes. Mais ça, on ne le sait pas avant de publier. Du coup, l'accueil réservé à ce livre m'a beaucoup étonnée. Vous avez vraiment été surprise du nombre de lecteurs qui se sont identifiés à cette histoire? Oui, pour moi, il s'agissait juste d'écrire cette histoire. Ou plutôt, je voulais lire cette histoire, et comme je ne pouvais l'acheter nulle part, j'ai dû l'écrire moi-même. Je n'avais pas l'impression que le monde avait besoin d'entendre ma voix. Il fallait que le livre me plaise à moi. Je voulais lire cette histoire-là, et apparemment d'autres le voulaient aussi. Mais ce sont des choses qui ne se révèlent qu'après. Mon livre aurait été le même si seulement 3 personnes l'avaient acheté. Vous n'avez pas pensé à vos lecteurs potentiels, c'est l'histoire que vous avez portée. C'est ça. On ne peut pas penser à ses lecteurs, à quel lecteur en particulier d'ailleurs. Je pense qu'on ne peut qu'écrire des histoires qu'on ne peut imaginer autrement. On doit se dire, je voudrais lire ça, et si d'autres personnes veulent lire ça aussi, tant mieux. Mais finalement, ça ne change rien à l'histoire. Au début, j'étais moi-même très surprise que toutes ces personnes me lisent. Et quand mon nom est apparu pour la première fois en tête des meilleures ventes, je me suis dit, chouette, j'ai une grande famille aimante. Si chaque membre de ma famille a acheté 5 livres, le compte doit être bon. Et j'ai été très surprise quand je me suis finalement aperçue que des gens achetaient mon livre sans avoir de lien de parenté avec moi. Et j'en suis encore toute retournée. En Allemagne, on l'a dit, le succès a été énorme, mais en France aussi, les lecteurs sont nombreux. C'est beaucoup plus surprenant, non? Oui, il faut dire que la traduction est exceptionnelle. Oui, c'est important. Oui, c'est important pour un auteur. C'est très important de savoir qu'au final, le mot, le verbe passe avant les préoccupations marketing. C'est une décision de l'éditeur, c'est lui qui investit son argent. Et les éditions Anne Carrière ont choisi le traducteur idéal. Avez-vous beaucoup travaillé sur cette traduction avec votre éditeur et votre traducteur pour être sûr que le résultat soit parfait?
Überhaupt nicht. Es ist ganz unterschiedlich. Non, pas du tout. Mais ça peut être très différent. Certains traducteurs ont besoin de poser beaucoup de questions et d'autres se contentent de traduire. Ils savent qu'ils sont bons. Et là, c'était le cas. Je n'ai rien suivi et j'étais d'autant plus contente du résultat final. Donc d'une part, la traduction est très importante et d'autre part, je ne sais pas vraiment pourquoi le succès est si important, justement en France. Il doit y avoir une sorte de nostalgie commune à la France et l'Allemagne qui est réveillée par ce livre. Vivez-vous encore avec cette histoire ou portez-vous déjà une nouvelle œuvre? Je travaille à une nouvelle œuvre, mais c'est très difficile de commencer quelque chose de nouveau quand l'ancien livre est encore si présent. Et plus on me pose de questions, plus on m'interpelle sur l'ancien, plus mes nouveaux personnages faiblissent. C'est très dangereux. D'ailleurs, j'ai refusé la plupart des invitations en Allemagne, mais j'accepte toujours avec plaisir de venir en France. Comment vous sentez-vous quand, comme ici, vous rencontrez vos lecteurs? Je suis toujours très touchée. Je trouve ça difficile de prendre de la distance quand quelqu'un vient me raconter des choses très personnelles sur lui, que mon livre représente quelque chose d'intime pour ce lecteur. Je suis toujours très reconnaissante et dans un certain sens, ça rend humble de savoir que j'ai la chance, la possibilité de toucher la vie d'autres gens. Das Glück habe oder dass ich die Möglichkeit habe, das Leben anderer Menschen zu berühren. Car ce livre n'est pas juste un bouquin qu'on feuillette. Souvent, cette histoire marque les gens. Nous avons pu voir sur votre stand une lectrice qui voulait par exemple l'offrir à une amie malade pour la réconforter. C'est un livre qui peut marquer. Ja, ich kann auch nach den Lesungen nicht schlafen, weil ich darüber lange nachdenke. Oui, d'ailleurs, je ne trouve jamais le sommeil après une lecture, car j'y repense vraiment longtemps, et que moi-même je suis souvent submergée par l'émotion. Und ergreifend. Quelques mots maintenant sur vous. Vous êtes un jeune auteur puisqu'il s'agit de votre troisième livre. C'est mon premier roman. Auparavant, j'ai publié des essais et des ouvrages de vulgarisation, puis des livres pour enfants. Du coup, c'est difficile de compter, c'est le 5e ou le premier. C'est en tout cas votre premier grand succès. Mon premier roman. Avez-vous des références des auteurs préférés parmi les écrivains français? Das ist eine schwierige Frage. C'est une question difficile. Je pense que j'en ai moins en prose qu'en poésie. Je pense que Baudelaire et Rimbaud ont de l'importance pour moi. Baudelaire und Rimbaud für mich wichtig waren. Ja. En français dans le texte? En version bilingue. Donc vous parlez un peu français? Oui, mais je ne le ferai pas maintenant. Vous n'êtes donc pas prête non plus pour écrire un livre en français? Doch. Ja, also ich habe natürlich auch mal Bücher auf Französisch gelesen und Alors je lis en français. Maupassant, j'ai pu le lire en français, mais pas Balzac. Mon français passif est bien meilleur que mon français actif. Je n'ose pas trop parler et je suis souvent surprise moi-même par tout ce que je peux comprendre. Ich verstehe erstaunlich viel, manchmal für mich selber erstaunlich. Katharina Hagner, vielen Dank für dieses Interview. Katharina Hagner, merci beaucoup pour cet entretien. On espère vous revoir bientôt à Montpellier. Komödie. Vielen Dank. Andreas Eschbach, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes un auteur de romans de science-fiction, vous en avez déjà écrit une vingtaine et vous êtes installé depuis 2003 maintenant en Bretagne, donc on va faire cette interview en français. On essaie au moins. Voilà, on va essayer. Donc pour la Comédie du Livre, vous êtes venu surtout présenter votre dernier ouvrage qui est un thème assez actuel finalement, racontez-moi ça. Pour le sujet de En panne sèche, c'est la question si le pétrole s'arrête d'une semaine à l'autre. Je joue avec cette idée, je dessine les conséquences de cette possibilité qui est assez réelle, c'est pas inventé. Oui, oui. Le temps que j'ai écrit ce livre, il existait
oui, c'est difficile à décrire. C'était une formation géologique qui pourrait arrêter le pétrole saudi-arabique vraiment avec une soudain coup. Oui, oui, ça me donne l'idée d'écrire ça. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe du coup? Donc ça s'appelle En panne sèche. Qu'est-ce qui se passe du coup dans le monde s'arrête de tourner, j'imagine. Oui. Sur le coup. Oui, le sujet derrière, c'est notre dépendance du pétrole. Toute notre civilisation travaille à cause de cette énergie qui est limitée. Alors vos ouvrages sont des ouvrages de science-fiction. Est-ce que vous vous projetez toujours dans l'avenir ou comment vous créez vos ouvrages? Non, ce n'est pas toujours l'avenir, la science-fiction commence aujourd'hui. Comme par exemple pour ce dernier ouvrage? En fait, nous vivons dans un monde qui était science-fiction 30 ans avant, oui, avec tous les ordinateurs, avec l'Internet, avec tous les téléphones portables. C'était de la science-fiction il y a 20 ans. Et ce que je m'intéresse, c'est l'avenir de l'humanité dans tous les sens du mot. C'est-à-dire? Oui, c'est être homme dans l'avenir, c'est une question, et notre destin. Oui. C'est-à-dire à la fois l'humanité ensemble et puis le fait d'être un homme. Oui, d'être humain, avec tous les développements de la technologie, et, tout ce qui menace notre humanité. Donc il faut bien comprendre que ce ne sont pas une série de livres avec des personnages récurrents. Non, mes livres sont tout différents. C'est du point de vue d'un éditeur, c'est un désavantage parce que la maison d'édition aime beaucoup des auteurs qui font des séries. Oui, mais je ne peux pas. J'ai beaucoup des idées très différentes. Qu'est-ce qui vous inspire justement? Je ne sais pas, les idées arrivent n'importe où, sous la douche, dans le sommeil. Et bon, vivre en Bretagne, ça donne des idées. Justement, ce que j'allais vous demander, le fait de vivre en France et plus particulièrement en Bretagne, c'est pas n'importe où en France, vous avez choisi la Bretagne? Oui, nous avons choisi la Bretagne, oui, parce qu'on est tombé amoureux avec cette région. Et, la décision de changer notre lieu de séjour, c'était un peu... On était aventureux aussi, ouais, parce qu'on voulait essayer l'idée de l'Europe en pratique. Ouais. Et ça marche bien. Est-ce que ça a influencé votre écriture, le fait de changer de pays, de vivre cette aventure? C'est difficile à voir pour moi-même. Peut-être, je pense... ce que change, c'est mon regard sur l'Allemagne, parce que... vous avez pris du recul. Oui, habitant en France, on s'habitue à quelques nouvelles manières de vivre. Mais si on rentre à l'Allemagne, on regarde les choses différentes. Et ça me donne des idées. J'ai écrit des livres qui ont le sujet de l'Allemagne. Ils ne sont pas déjà traduits, mais oui, c'est quelque chose qui a changé et peut-être des autres choses, mais il faut découvrir. Est-ce que depuis que vous êtes en France, vous avez, comme vous dites, pris un peu de recul? Est-ce qu'il y a des choses qui vous manquent en Allemagne que vous ne retrouvez pas ici? Il y a des choses auxquelles il faut s'habituer en France. De quoi s'agit-il? Il manque très peu parce qu'aujourd'hui, on peut acheter tout partout, mais des petits trucs de nourriture très spécial, le choucroute original, des choses comme ça, c'est vraiment quelque chose. Est-ce que quand vous avez choisi la France, vous avez des auteurs français qui sont des références pour vous?
Oui, je suis vachement influencé par Jules Verne. C'était un de mes héros quand j'étais jeune. Un de ses livres, je ne connais pas le titre en français, mais Zwei Jahre Ferien. Ça me poussait pour écrire mon premier long roman. Ouais. Et maintenant que vous êtes à Montpellier, est-ce que c'est une ville qui pourrait vous inspirer? Est-ce que ça vous a donné des idées pour un futur roman peut-être? Jusqu'ici, non, mais c'est pas, on ne sait jamais, oui. Et bon, c'est agréable, même sans idée pour des nouvelles romans, parce que j'en ai beaucoup déjà. Vous avez rencontré des lecteurs français, que vous ont-ils dit? Je suis surpris combien des Allemands sont ici. Ah, aussi, beaucoup de lecteurs allemands aussi que vous avez rencontrés. Il y a beaucoup de visiteurs allemands qui sont venus à la stand. Ils sont contents de vous rencontrer en chair et en os. Oui, les autres auteurs allemands aussi. Ouais, c'est très intéressant. Ouais. Andreas Elfbar, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau extérieur de TV Sud. Je vous souhaite une bonne continuation. Et votre prochain roman va traiter de... Vous savez de quoi il va traiter? Je ne suis pas au courant. Je ne suis pas au courant. Peut-être qu'on va vous mettre au courant alors. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Tout de suite après la pub, retrouvez la deuxième partie d'On en parle avec Jean Kahn. Il reçoit l'humoriste Didier Porte et l'écrivain montpelliéraine Malika Mokedem. Lesbiennes et Gay Pride 2011, venez faire la fête avec nous en faisant un geste solidaire pour l'association. Information au 04 67 57 36 83. Coucou! Eh oui, il faut qu'on en parle. On en parle où? À la Comédie du Livre. Je vous propose deux belles rencontres. Il faut que je mette les lunettes parce que là, ça fait sérieux, Comédie du Livre. La première, eh bien, vous le connaissez, c'est Didier Porte, le chroniqueur de France Inter qui s'est fait mettre à la porte. Elle est bonne, vous allez voir, un beau moment qu'on a passé ensemble. Et après, notre régionale de l'étape, Malika Mokedem, qui nous a écrit un très beau roman qui s'appelle La Désirante. Vous les désirez? Et voilà. Coucou, à l'Élysée, suite, et là je pense qu'on va passer un beau moment, Didier Porte. Si tu n'étais pas Didier Porte, est-ce que tu aimerais lire comme ça quelqu'un qui écrit des chroniques Ah mais j'adorerais. Pourquoi? Parce que c'est excellent, c'est drôle, c'est distrayant, ça coûte pas cher, c'est merveilleux, non, bien sûr. Ouais. Alors du chroniqueur incorrigible, la chronique d'un multirécidiviste, on va quand même rappeler, il y a des gens qui n'écoutent peut-être pas France Inter, qui ont eu quelques soucis. Oui. On peut le dire? Oui, on peut le dire. Alors, c'était quoi? Bon, on a été, Stéphane Guillon et moi-même, on a été virés l'an dernier, à peu près la même période, sur ordre du président de la République. Alors, les gens disent, ouais, mais vous croyez qu'il a que ça à faire, hein, avec le G20, la marche du monde, la crise? Eh bien oui, je vous confirme qu'il s'occupe personnellement des choses comme ça, et des petits humoristes qui lui marchent sur les pompes et sur les talonnettes, il les fait virer. Et ben, ça fait grand bruit dans Landerneau quand même, heureusement. Oui. Non, quand même, oui. C'est bien. Hein, il y a eu, alors est-ce qu'il n'y a pas eu assez? Comment tu as senti la réaction? La vindicte populaire. Il n'y a pas eu assez sûrement, puisqu'on n'a pas été réintégrés. Oui, ça c'est pas bien. C'est pas bien. Et tu l'aurais fait?
Je serais rentré, ouais, revenu. Bien sûr que je serais revenu. Attends. Ouais. Non, ah oui, carrément. Non, mais voilà, c'était. Ah mais je serais moi. France Inter, c'est ma maison. Oui, complètement. Donc en plus, je vais te dire, je suis inemployable ailleurs à peu près. Hein. Europe et RTL, j'ai passé des années à me foutre de leur gueule et à dire du mal d'eux. Donc. Mais c'est ce qui a manqué un peu très souvent à la radio et à la télévision, et ça remanque de nouveau, quoi. Je veux dire, donc on sent qu'il se passe quelque chose de pas bien, quoi. Oui, non, mais c'est clair qu'avec Sarkozy, ça a serré la vis, et de ce point de vue-là, il est liberticide. Faut pas. Je le dis sérieusement parce que j'ai eu des preuves depuis que c'était lui qui avait donné l'ordre. Donc voilà, espérons que ça va se rentrer dans l'ordre. Et donc le chroniqueur, alors quoi? Tous les jours, c'est un boulot de fou, quoi, parce que tous les jours, tu sais, donc par exemple dans le Fou du Roi, tu sais, tiens, aujourd'hui j'ai tel personnage. Et comment ça se passe alors à partir de là? Oui, je faisais. Les dernières années, je faisais 6 chroniques par semaine sur France Inter. C'était un boulot titanesque. Hein. C'est sûr que j'étais au bout du rouleau. Peut-être d'ailleurs que dans mon inconscient, j'ai cherché un peu à me faire virer parce que j'en pouvais plus, j'étais crevé. Mais voilà, il faut. Mais l'intérêt, c'est qu'on est obligé d'avoir un truc. On ne fait pas ça en 5 minutes. Non, c'est plusieurs heures de boulot, bien sûr. Et surtout, mais ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas le choix. Il faut être à l'antenne. Donc, de toute façon, il faut trouver quelque chose à dire. Et c'est la meilleure façon de bosser, parce que quand on n'a pas ça, c'est beaucoup plus dur d'écrire. Et en direct, la plupart du temps. Et en présence des intéressés, quand je traitais des portraits, ça c'est intéressant. Alors le vitriol, on le prend comment alors? Le vitriol, on trempe ça par rapport à la vie de la personne, forcément, par rapport à ça. Ce qui est intéressant, c'est d'attaquer les puissants. C'est clair que s'en prendre à Loana ou à une vedette de télé-réalité, ça n'a aucun intérêt. C'est vrai que quand j'avais Alain Juppé en face de moi et que je le titillais sérieusement, je le voyais sa gueule qui commençait à se décomposer parce qu'il était censé avoir de l'humour. Vous savez, le nouvel Alain Juppé, on nous l'a présenté comme le type qui a plein d'humour, qui a de la distance et tout. En fait, pas du tout. Quand je l'ai eu, j'ai senti qu'il se décomposait littéralement. Voilà, ça c'est intéressant. Il y en avait d'autres qui allaient se plaindre directement à la présidence. Jean-Pierre Pernaut, par exemple, qui a fait couper une partie de ma chronique, parce que la chronique était enregistrée. Bon, il y avait d'autres plus anecdotiques, comme Madame Nadine de Rothschild, qui m'a balancé son verre dans la figure et qui m'a obligé à couper la chronique. Enfin voilà, de temps en temps. Et donc là, dans les incorrigibles, on continue, c'est la suite. Voilà, il y avait notamment une que j'aime bien avec Madame Chirac. Et effectivement, elle est dedans. C'est un bon souvenir. Bon, elle a de l'humour, Madame Chirac. Non, non plus, oui. Ah oui, ça. Ah non. Mais pas de procès. Je veux dire. J'ai eu des procès, bien sûr, mais j'ai eu des procès il y a plus longtemps, à l'époque de Rien à cirer. Chez Ruquier. Là, on allait encore plus loin, je trouve. Non, c'est pareil, parce qu'on a l'impression un peu de toujours ce côté nostalgique. Mais non. Oui, il y avait plus de chroniqueurs qui allaient plus loin, peut-être. Oui, il y avait des gens comme Patrick Fonte qui était très rentre dedans, et sûrement. Mais moi, personnellement, j'avais pas l'impression d'aller plus loin à l'époque qu'à l'époque du Fou du Roi. Alors donc, j'ai eu un procès avec Philippe de Villiers que j'ai gagné il y a quelques années déjà. Et puis Arthur, je suis toujours en procès avec le producteur ami du président de la République, Arthur. On reste dans la famille. Et c'est jugé au mois de juin, là, donc très bientôt. Qu'est-ce qui était le plus difficile, le midi ou le matin de se lever tôt pour faire les chroniques? Parce que le matin, vous leviez à quelle heure pour faire celle du matin? À 2h du matin, mais je me levais à 4h pour celle de midi. Il ne faut pas se faire d'illusions, parce qu'il faut faire le tour de l'actu, trouver un sujet, parce que des fois, l'invité ne prêtait pas spécialement à un papier, donc je me levais de toute façon à 4h du matin, et à 2h... Bon, le plus dur pour moi, c'était la matinale. C'est là que j'avais plus de mal parce que j'aime bien écrire avec les gens en face de moi. Et oui, et donc les gens en face de toi, on voit la réaction. Alors ce que j'adorais aussi, c'est quand tu partais, parce que l'émission partait des fois dans Provence, les pauvres mères et les pauvres villes que tu... Là, t'adorais. Bonjour, je suis un Metz, vous avez comment je sais plus, ou n'importe quel... Le maire de Bourges, je me rappelle, je racontais les turpitudes du maire de Bourges dans les boîtes échangistes fictives. et le mec, là aussi, il n'a aucun humour, le maire de Bourges, vous verriez la tête qu'il a. Et là, c'est très drôle. Oui, alors, est-ce qu'il y a des gens, justement, qui t'ont surpris, que tu as un peu allumé, et qui t'ont dit, tiens, en fait, ce gars, je l'ai allumé, mais il a de l'humour, mais il l'a bien pris. Pas tellement dans ce sens-là, c'est plutôt dans l'autre sens. Ah. C'est-à-dire, bon, si, j'ai dû avoir de bonnes surprises, ça ne me revient pas à l'esprit. Mais des gens, par exemple, pour qui j'avais pas mal d'estime, Serge Moati, notamment, je me rappelle, c'est un type que j'estimais, et dont j'ai découvert la vraie nature quand j'ai fait mon papier, qui m'a couvert d'insultes, qui m'a vraiment traîné
dans la mer. Bon, c'était un papier hygiénique que je venais de faire. Le type il m'a vomi dessus littéralement. Et là, j'ai découvert un autre personnage que je n'avais pas imaginé. Souvent, les chroniques avaient cette vertu-là de faire ressortir parfois une certaine vérité des personnages, mais plus dans le sens négatif, je dois dire. C'est malheureux. Je vois la liste, hein, Hortefeux, Courage, Fiston, oui d'accord, DSK. Alors DSK, on ne l'a pas eu comme invité, mais on parlait déjà à l'époque de ses habitudes, comment dire, libertines. Liberté, égalité, fraternité, c'est la devise. Hein, c'est vrai. Ça. Et une fois que tu as... Bon, ces chroniques, tu as envie d'aller ailleurs? Tu as envie de décrire une histoire un jour? J'aimerais bien. J'ai pris grand plaisir à écrire le précédent bouquin où je racontais mes démêlés, mon aventure, etc. Un bouquin que j'ai écrit en 1 mois pendant l'été à chaud, parce que j'avais vraiment les boules. Hein. Non, mais ça, je mais c'était... Je sortais de l'exercice de la chronique pour une fois et je faisais un récit. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de plaisir à écrire ce bouquin, qui s'est très bien vendu d'ailleurs, qui a très bien marché. Et bien sûr que maintenant que j'ai un peu plus de temps, d'abord j'ai écrit un nouveau spectacle, c'est important, hein, que je jouerai à Avignon cet été à partir du 8 juillet au Collège de la Salle, tous les jours à 19h45, au Festival Off. Et donc ça c'est la première chose à faire pour moi, profiter du temps libre pour écrire un nouveau spectacle. Un spectacle dans la veine de bien sûr, oui, un spectacle politique. Voilà. Et puis j'ai un autre projet de bouquin pour la rentrée prochaine, qui s'appellera Les présidents poil aux dents, qui sont des portraits de tous les présidents de la République à travers la presse satirique. Je fais ça avec un historien. À l'Élysée. À l'Élysée. Aux éditions First. C'est bien, vous êtes bien chez First? Ils sont magnifiques, regardez, ils sont charmantes. Voilà, donc j'ai Avignon, j'ai un autre bouquin, et puis j'aimerais bien peut-être écrire une fiction un jour, un scénario, quelque chose, des dialogues, j'ai envie d'écrire des dialogues. Bon, allez, tu nous l'apportes. Bien sûr, je vous apporte dès que c'est fait. Salut, bravo. À l'Élysée. Bonjour à tous. À l'Élysée continue le combat avec enfin, hein, Malika, ça fait des années que je t'attends, Malika, que je connais aussi depuis que je suis tout petit. Hein. Non, je rigole. C'est déjà le 10e roman, hein, tu m'as avoué ça. La Désirante, alors je demandais si ça existait, La Désirante en français. Tu me dis oui. Dans le dictionnaire, La Désirante. Oui. Femme qu'on désire? Non, femme qui désire. Ah, c'est elle qui... C'est elle qui désire. Ah oui, oui. La Désirante. Ah, je te reconnais bien là, donc. Et pour tout te dire, le titre me paraissait un peu aguicheur. Ouais, il est, mais et mon premier titre c'était J'irai retourner la mer. Que je trouve, retourner la mer. Oui, la mer. Oui. Oui, ah oui. Et au fur et à mesure que j'ai fait, parce que l'histoire c'était un homme qui disparaît, un très bon marin, un grand navigateur, qui disparaît de son bateau par mer calme au bas de la botte italienne, et dans des conditions suspectes. Son bateau, et tout est retourné dans le bateau, etc. Et l'enquête piétine pendant des mois. Et ses pauvres parents se rongent les sangs, et sa compagne est algérienne. C'est une... Tiens. Voilà, ça commence. Elle est née dans le désert. Tiens. Elle a été abandonnée par ses parents dans le désert et elle est partie du désert à l'arrière d'un camion. Elle a vécu chez les Sœurs Blanches de Messerguine. Je t'arrête, tu as besoin de mettre le désert. De toute façon, tu n'aurais pas pu écrire, j'avais est-ce que tu aurais pu écrire cette histoire sans mettre cette fille qui vient du désert? Mais le désert, c'est mon enfance. On dit que le pays de quelqu'un, c'est son enfance. Mais la mer est mon désert assouvi. C'est la mer qui m'a fait aimer la mer. En fait, le désert, il est juste là derrière. Et puis donc, cette fille qui a été éjectée du désert, de ses origines, etc. Et puis ensuite de l'Algérie, à cause des années sanglantes, qui était journaliste, enquêtrice, et puis qui attend son amoureux. Soudain, dans sa vie, l'amour est incarné par un homme qui est évidemment différent de tous les moricots de chez elle. Il est grand, blond, avec des yeux bleus. Bon.
Et il l'emmène en bateau. Et il l'emmène en bateau. Il l'emmène en bateau. Oui, et c'est la découverte de l'espace et de l'amour. Pour une fois, l'amour est incarné. Donc cet amour-là, elle ne conçoit pas de le perdre. Donc c'est elle qui va prendre le bateau, seule. Et elle dit cette phrase, j'irai retourner la mer s'il le feu, mais je veux retrouver sa trace. Voilà, voilà. Et là, on ne dit pas plus, parce que c'est donc cette aventure-là. Et au fur et à mesure, pour t'expliquer mon titre, au fur et à mesure, à un moment, en s'adressant à lui, elle lui dit à propos de son bateau, qui s'appelle Vent de sable, elle lui dit, ton bateau fait ceci, je l'aurais volontiers renommé La Désirante. Mon dernier texte, c'était Je dois tout à ton oubli, c'est pour ça que je n'ai pas mis un autre titre avec Je, était un peu difficile à écrire. Et j'avais envie de prendre le large et d'écrire une histoire d'amour, parce que c'est quand même... et en même temps une enquête, alors, une enquête et une enquête sur... le contexte actuel géopolitique, ce qui se passe dans le Sahel, ce qui se passe dans le bassin méditerranéen. Et il s'en passe des choses. Et une partie du roman se passe en Tunisie et en Libye. Et voilà, juste... Et quand tu l'as écrit, c'était encore calme là-bas? C'est, comment il s'appelle, qui m'a dit, un journaliste, son nom va me revenir, qui m'a dit, on dirait que ton texte a dégoupillé quelque chose. J'aurais bien voulu, mais c'est juste... quand tu l'as écrit, il ne se passait rien encore là-bas. Sentir les choses, non. Qu'est-ce que tu... Donc, c'est quoi tes impressions en ce moment? Tu sens bouger ça? Comment? J'y suis allée, oui. C'est la plus belle chose c'est la plus belle nouvelle qui me soit arrivée, qui nous est arrivée depuis longtemps. Voir ces peuples se soulever, cette jeunesse se soulever d'un mouvement avec fulgurance et un mouvement qui a atteint très vite cette maturité, c'est étourdissant, et puis ça redonne confiance à des gens comme moi qui étaient toujours torturés par ces libertés confisquées. Voilà, d'un coup, c'est presque gratifiant d'être arabe de nouveau. Alors que... J'adore. Ça, et puis la femme, la condition de la femme. Tu t'es battue dans tous les livres, tu essaies de sortir la femme, donc là, elle va peut-être... Tu comprends, c'est pour ça qu'avec tous les enchadorés du Golfe et ces femmes corbeaux, moi, mes romans ne peuvent être que des désirantes et des femmes, des battantes. Parce que l'histoire des femmes qu'on encagoule, quand elles me sortent par les yeux, j'en ai assez de ça. Donc ma forme d'engagement, c'est de renvoyer à la jeunesse de là-bas, comme d'ici, un autre modèle de femme. J'adore. Je n'ai pas dit j'adore, je dis j'adore quand tu es comme ça. Et la désirante de Malika, c'est un jour de retourner quand même là-bas ou pas? Ou maintenant tu es installée ici, tu es bien, tu as lutté ici aussi? J'y retourne, j'y vais. Mais non. Le désert te manque pas à Castelnau? Il n'y a rien de mieux. La montagne à Castelnau. Il n'y a rien de mieux contre la nostalgie que du retourner. Du tout-mouche, tout de suite, tout cafard. Je suis bien dans cette région. C'est mon sud d'adoption. Bah, oui. Et quand je suis à la comédie du livre et que je vois tellement de lecteurs qui me suivent depuis des années, j'ai envie de leur dire comme Berbara, ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Malika Mokedem, La Désirante, ce roman chez Grasset. Malika ne change pas. Allez, lisez. Merci Malika. Donc allez, lisez, hein, c'est ce qui reste à faire. Voilà, on n'en parle plus. Je me débranche les lunettes, j'enlève mon chapeau, Non, je vous dis simplement au revoir.